Voilà, Sébastien, tu peux rester là. Je vais demander aux deux orateurs de ce matin de venir nous rejoindre pour la séance questions-réponses, ainsi qu'aux deux jeunes qui viennent après, qui interviennent pour le témoignage. Ils peuvent déjà s'installer ici devant. Tu peux rendre ton micro? Pardon? Tu peux rendre ton micro. Ok. Si tu veux bien. Installez-vous. Hein. Voilà, je suppose que vous avez déjà une première question. Alors, qui souhaite se lancer? Peut-être déjà comme ça vous laisse réfléchir. Moi, j'ai envie de poser la question à peut-être Geneviève et Sébastien. En quoi est-ce que toute la réflexion qu'on a ici sur le big data et sur ce grand changement numérique pourrait nous aider en termes de société à faire cette révolution énergétique? Alors très bien la transition des orateurs, parce que je trouve que finalement on a été un peu en écho des uns des autres. J'ai rapidement évoqué le fait que cette révolution numérique, elle pouvait nous aider justement à être un petit peu plus ingénieux et solidaires, à condition bien sûr qu'on s'inscrive dans le sens, et Sébastien l'a très bien montré, c'est-à-dire si c'est pour accumuler des richesses, et c'est le cas aujourd'hui, puisque on va dire l'Internet, il est à la croisée des chemins. De certaine façon, on a le choix entre... on n'a même pas le choix, mais enfin en tous les cas, on entrevoit ce que pourrait être ce que j'appelle moi un Internet libéré, libertaire, pas libertarien, mais libertaire, c'est-à-dire horizontal, favorisant le partage de la connaissance, des codes sources accessibles, on est dans le Fab Lab, etc. On est réellement dans la civilisation de la connaissance, et ça c'est très bien parce que ça va nous aider à mieux utiliser nos ressources, nos énergies, à partager des brevets, à être intelligents ensemble, et ça c'est ce qu'on peut souhaiter. Mais ce qui se profile, c'est plutôt un Internet, je dirais, totalitaire, plutôt une dictature algorithmique. Et en ce sens, on voit bien que si on ne met pas de la conscience, de la responsabilité, l'accumulation des richesses va être telle que finalement, on ne va pas sortir de cette civilisation extractive. On extrayait le pétrole, on extrait des matières premières, là on extrait des données. Et pour faire quoi? Eh bien, je dirais que ce qui nous attend, c'est simplement que nous allons devenir une société cannibale, puisque là maintenant, le produit, c'est nous. Voilà, donc on va se bouffer nous-mêmes parce qu'on va essayer d'aller chercher des gains de productivité sur la moindre de nos habitudes, etc. Et qu'on oubliera complètement que l'on a ce changement climatique et cette révolution énergétique à régler grâce au numérique qui doit se mettre au moyen de cette nouvelle civilisation qui va naître. Et non pas en créer un monstre supplémentaire qui va en quelque sorte même nous divertir de ce chemin et de cet enjeu. Voilà. Et peut-être Stéphane, avant de passer la parole à Sébastien, la même question, en quoi est-ce que la révolution numérique va aider à faire cette révolution démocratique? Je suis pris à défaut, là, je rêvais à autre chose. Ce qui m'a frappé dans votre présentation, Sébastien, c'est qu'on retrouve un certain nombre de principes dans vos recommandations sur la manière de s'approprier utilement le big data par rapport à certains des principes que j'esquissais, par rapport à la manière transversale de s'approprier ses besoins, ses données, par rapport à la manière agile, en partant de quelque chose de parfois plus modeste et en le déployant. On avait d'ailleurs la même recommandation hier de Philippe Van Parijs par rapport à l'allocation universelle. Donc je pense qu'effectivement, de ce que j'en perçois, c'est un outil comme d'autres. Moi j'évoquais les réseaux sociaux et leurs menaces, les big data ont leurs menaces, mais par rapport à l'optimisation des mouvements, des déplacements, par rapport à l'optimisation de la transmission de l'énergie, etc. On peut faire beaucoup avec les big data qui soient positifs pour la transition énergétique et écologique plus généralement. Donc je suis optimiste si on applique ces principes que vous nous avez esquissés. En
En fait, pour moi, pour aller très fort dans le concret, au niveau énergétique, je vais vous donner 2-3 exemples. Mais aujourd'hui, à quel pourcentage estimeriez-vous votre gaspillage énergétique? Donc des moments où vous laissez des appareils allumés, des lampes allumées, etc., et juste de manière complètement inutile. Est-ce que vous seriez d'accord que l'on collecte les données pour amener ça à zéro? Je veux dire, tout le monde est d'accord, c'est arrêter le gaspillage. Et on a tellement d'opportunités de base juste à arrêter le gaspillage que quelque part, ça couvre l'investissement requis pour la mise en place du système de collecte de données, pour l'analyse et pour les recommandations qui s'opèrent pour vous. Et donc moi, ce qui me choque, c'est la lenteur à laquelle on progresse pour transformer ce potentiel en réalité en Belgique. Okay, je ne pense pas que ce soit un tort mondial. Je pense que chez nous, on est particulièrement conservateur, on est particulièrement tard à l'adoption technologique pour des choses qui sont évidentes. L'autre point qui m'a choqué, c'est un autre exemple que j'ai envie de mentionner, pour créer un premier minimum viable product. Quand la ville d'Anvers dit on en a un peu marre de la pollution, et que ce soit les pots d'échappement, que ce soit la pollution sonore dans le ring d'Anvers, et donc on va dépenser, je ne sais plus si c'était 4 ou 6 milliards d'euros pour en gros créer une cloche à travers le ring d'Anvers. Je dis mais quel manque d'ambition, si on mettait l'ensemble de cet argent dans des voitures autonomes à Anvers, je veux dire, combien de voitures pourrait-on mettre? Combien de déplacements pourrait-on optimiser? On n'aurait même plus les pots d'échappement, on n'aurait même plus la pollution sonore, ce serait l'ensemble de voitures électriques, etc. Est-ce qu'on n'arriverait pas à faire ce use case avec ces mêmes 6 milliards d'euros sur la ville d'Anvers? Et alors on arrive à montrer à quel point des sauts technologiques, des vrais changements d'habitude pourraient fondamentalement changer notre consommation à l'énergie, et sans avoir nécessairement une concession à faire sur notre confort et sur nos habitudes. À New York, ils ont montré qu'avec 5000 voitures, l'ensemble des demandes de mobilité seraient couvertes sur la ville en 3 minutes. 5000 voitures, 3 minutes. Est-ce que ça, c'est une perte de confort ou une perte de liberté? Voilà, qui a une question? Bonjour, merci pour vos interventions très intéressantes. Ma question s'adresse à Sébastien et aux autres orateurs éventuellement. On a entendu depuis 2 jours beaucoup d'orateurs mentionner la concentration de moyens et de richesses comme étant un problème pour le futur, et c'est certainement le cas. Je me demandais si la concentration de savoir n'est pas évidemment liée avec la concentration de richesse, mais si la concentration de savoir n'est pas un aussi grand problème. Et si vous avez été confronté, Sébastien, dans votre boulot, à savoir que les Google, les Amazon, les Facebook de ce monde ont des capacités uniques à attirer les cerveaux à même de créer cette intelligence artificielle et la big data. Est-ce que vous avez du mal à recruter les top talents? Et est-ce que les gouvernements, à terme, seront à même à attirer ces talents pour aussi changer et utiliser ces technologies pour changer la manière dont on fait la politique, dont on conçoit les politiques publiques? Je vais peut-être répondre en différents points. Premier point, au niveau des personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'on crée du talent à travers le monde. Okay, et par exemple, moi je suis particulièrement fier des personnes que je recrute en Belgique, parce que quand je les amène à l'étranger, et parfois dans des géographies très non conventionnelles, je veux dire, est-ce qu'un ingénieur belge peut montrer à un ingénieur américain qu'il a des meilleurs algorithmes au niveau du traitement des données télécom? Et la réponse est oui. Donc en fait, l'émergence de ce talent, il s'opère vraiment de manière assez distribuée à travers le monde. La mobilité de ce talent est assez élevée. Donc il n'y a aucun problème à ce que la Belgique attire ou maintienne le talent localement. J'ai pas tellement peur des personnes, j'ai pas tellement peur de la concentration des personnes ou de leur mobilité. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il y a moyen d'aligner très simplement avec des incitants.
la concentration du savoir est un sujet assez intéressant. Parce que, par exemple, une plateforme comme Wikipédia, c'est une concentration de savoir, mais comme elle est disponible à tout le monde et qu'elle reflète en fait très très fort des principes d'open source, voilà, il y a une concentration, mais comme elle est accessible à tous, c'est un bien. Le revers d'une concentration des savoirs, c'est quand une société comme Google finit par avoir, je ne sais plus si c'est 80 ou 90% de part de marché dans la recherche, finit en fait par créer un avantage concurrentiel qui est juste la donnée qu'elle a collectée. Et cette concentration-là va devoir être traitée de la même manière que l'on a traité des monopoles dans le passé. Donc oui, Bell est une entreprise qui a été traitée de manière monopolistique et subdivisée. Certains de ses actifs ont été rendus publics et je pense qu'on va être confronté au même type de questions par rapport à Google. C'est d'ailleurs l'ensemble de la stratégie technologique de l'Union européenne qui, de par son retard par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Asie, essaye d'avoir un salut en forçant les données des Européens à être rendues publiques pour potentiellement espérer qu'un géant européen en ressorte. Et donc cette concentration des savoirs-là, très fort associée aux différents monopoles technologiques, ça va être un vrai sujet. Moi, vous l'aurez compris, j'appelle à un mouvement de déconcentration de la vie politique, où il n'y aurait pas des sachants d'un côté et des citoyens de l'autre, où il y a un partage des tâches, des responsabilités, ce qui implique un mouvement de confiance. Et cette confiance, je l'ai évoqué, elle se fait en faisant. Avec certains d'entre vous, j'ai discuté, et peut-être qu'on y reviendra plus tard si vous le souhaitez, sur qui doit commencer dans ceci. Est-ce qu'on ne doit pas avoir des leaders courageux qui initient le mouvement ? Ou est-ce que c'est la base qui doit l'appeler ? Pour moi, c'est une rencontre entre les deux. Mais en tout cas, effectivement, il doit y avoir une déconcentration et une participation plus active. C'est, pour employer un autre mot, cette co-création qui me semble indispensable. Très rapidement, moi, je voudrais qu'on évite ce que je vous ai décrit, les X61. Voilà. Et voilà, ça me paraît... Il faut en finir avec cette idée d'être le sel de la terre, de détenir les savoirs et d'être en fait persuadé que tout ce que l'on entreprend correspond à ce que la société demande et auquel les citoyens, enfin le bien commun auquel les citoyens aspirent. Moi, je suis française, mais finalement j'ai beaucoup plus vécu en dehors de France qu'en France, et je suis absolument à la fois, je ne sais pas, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour décrire cette espèce de reproduction d'élite qui fait que la France est dirigée aujourd'hui par 0,0001% de sa population qui est toujours persuadée d'être le sel de la terre. Merci. J'ai entendu à ma table et à d'autres une question qui revient de toutes parts. Par où on commence, nous, à titre individuel, à aller au-delà de ce qu'on fait pour l'instant, puisque ce qu'on fait jusqu'à présent ne suffit pas. Par où on commence ? C'est ce qu'on appelle refiler le micro ou refiler le bébé, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, c'est la question. J'ai la réponse. Non, je n'ai pas la réponse, bien sûr. Ce n'est pas simple. En tout cas, dans le domaine politique que j'ai évoqué, j'apporterai quelques ingrédients, quelques éléments de réponse. Le premier, j'ai insisté dessus, c'est qu'il faut que nous tous voyions la politique différemment. Ce n'est pas qu'une affaire d'élus, c'est l'affaire de tous. La politique, ce n'est pas que les élections, ce n'est pas que le mandat de politiciens, pour employer un terme souvent connoté péjorativement. C'est l'affaire de tous. Ensuite, il faut la voir positivement. C'est une affaire de quête de solutions. La politique ne devrait être vue que comme affaire de créativité. Moi, je ne tiens pas à ce qu'on mélange les mots juste parce qu'ils sont sur le titre de mon livre. Mais si on y pense, trouver des solutions nouvelles, plus efficaces, plus efficientes, etc., on devrait se préoccuper que de ça en politique. Donc, nous tous devons nous en préoccuper et nous tous devons viser à ceci. Ce qui ne veut pas dire que chacun d'entre nous, au quotidien, doit faire de la politique, etc. Mais on doit se sentir concerné et, à notre mesure, dans nos différentes échelles, que ce soit les réseaux sociaux, notre consommation de médias, au travail, dans nos conversations familiales, etc., avoir ce déclic et se sentir un minimum concerné et partager cette envie positive et cette manière de voir différente. Et ensuite, avoir confiance dans ces processus.
là où on s'engage et qu'on décide d'apporter notre énergie créative dans différents rôles, voire mandats politiques. La politique, c'est comme les affaires. C'est une question de rencontre entre l'offre et la demande. Les citoyens français ont fait entendre, peut-être plus fort, il semble, que les citoyens belges, qu'ils voulaient que la classe politique se renouvelle, qu'ils en avaient marre de voir les mêmes vieilles têtes. Résultat, le gouvernement précédent a limité le cumul de mandats en même temps, en parallèle, et pendant l'été, ce nouveau gouvernement a limité le nombre de mandats dans le temps et a pris un certain nombre de mesures pour augmenter la diversité du personnel politique. Les Français sont tellement ras-le-bolisés que ça n'a pas encore percuté, ça n'a pas encore transformé la vision de la politique. Mais à terme, ça devrait changer les choses. On a effectivement un personnel renouvelé et il continuera à être plus renouvelé qu'auparavant. C'est une illustration du fait que si chacun d'entre nous exprimons à chacun à notre manière notre attente, elle va susciter une offre politique. Donc il faut y croire. Voilà, je dirais que c'est ça la première étape pour chacun d'entre nous. Je vais me placer sur le terrain des entreprises, si vous voulez bien, parce que je pense que l'entreprise privée notamment, peut être une formidable force de transformation en mieux de la société. Et si je le dis avec autant de force, c'est parce que je ne conçois pas le monde en disant profit, non-profit. Je trouve que cette ligne Maginot entre le secteur lucratif et non lucratif est complètement obsolète. Et que si le monde des entrepreneurs était beaucoup plus alerte, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus créatif sur des nouveaux modèles économiques et des nouveaux modèles de création et de partage de la valeur, on irait aussi beaucoup plus vite. Et je m'explique. Quand je vous ai parlé rapidement de ces indicateurs, des indicateurs des indicateurs financiers, on est dans des indicateurs ex post de court terme, mais on n'en peut plus. Je veux dire que si on n'est pas capable d'abandonner demain des indicateurs ex post qui ne mesurent que le rétroviseur, on ne regarde que dans le rétroviseur, et en plus on a le nez écrasé dans le guidon, donc vous voyez un peu l'état de votre, je dirais, de votre champ de vision dans ces conditions, c'est juste impossible de conduire. Et si on essayait vraiment de se dire, mais le monde devient très complexe, comment on ne peut plus le voir en noir et en blanc, enfin c'est pas possible, il faut absolument appréhender, comprendre tous ces signaux faibles qui nous viennent. Est-ce qu'on n'est pas capable, je vous donne un exemple très simple, au lieu de toujours valoriser les ventes, le volume, combien de ventes, de volume, le taux de transformation, vous l'avez dit Sébastien, vous êtes venu sur le site et vous avez acheté combien de trucs sur Amazon? Ben voilà, je vais être de plus en plus content, moins de temps vous allez passer sur le site et plus vous allez consommer, c'est formidable. Est-ce que c'est réellement un indicateur intéressant? Je pose la question. Sur les produits que l'on vend à la pelle carrée, des produits qui ne servent strictement à pas grand-chose, je ne peux pas dire à rien parce que je me dis que de mon point de vue, peut-être que ça ne sert pas à moi, enfin, je ne vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs produits, d'en acheter plusieurs fois dans l'année en rose, en bleu et en rayures, mais peu importe. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, plutôt mettre des indicateurs d'usage, des indicateurs d'éco-conception, des indicateurs de continuité du service rendu? Et on voit bien que les entreprises essayent de basculer vers ces modèles-là. On voit bien d'ailleurs dans des grandes enseignes de distribution une réflexion sur ce qu'on appelle les produits d'occasion, sur le service rendu, mais on revient toujours à ces sacro-saints indicateurs financiers qui ne regardent que le rétroviseur. Et là, je pense qu'il nous faudrait des entrepreneurs, mais vraiment qui renouent finalement avec les fondamentaux du capitalisme. Je vais peut-être vous choquer, mais le capitalisme, il y a 150 ans, c'était prendre des risques, c'était pas d'encaisser une rente. Voilà. Voilà, Sébastien, le mot de la fin. Donc, mon point de départ, c'est ce graphe social que j'ai montré dans mon exposé avec l'utilisateur le plus actif d'Ouganda, où en gros, je pense qu'un changement à travers une société s'opère véritablement par du leadership social qui diffuse et inspire les gens à changer au sein de sa communauté. En fait, peut-être mon désespoir par rapport à certains hommes politiques, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que l'échelon d'action n'était pas l'individu, c'est la communauté. Et en fait, ils ne savent pas ni cartographier, ni comprendre les communautés, ni agir au niveau des communautés. Je veux dire, et je vais me permettre une petite ellipse.
l'obésité, par exemple, est un phénomène communautaire. Quand vous superposez le niveau d'obésité d'une personne par rapport à son graphe social, vous voyez une corrélation immédiate. Les gens qui confondraient cause et causalité, ou corrélation et causalité, pardon, diraient que c'est simple, parce qu'on est gros, on s'entoure d'autres gens gros. La réalité, c'est qu'en fait, en communauté, on partage les mêmes habitudes alimentaires. Et donc, quand on a des mauvaises habitudes alimentaires, la conséquence est qu'on devient obèse. Cette même illustration sur l'obésité peut s'appliquer à toute une série de phénomènes sociétaux. Quand vous dites concrètement que peut-on faire, agissez au sein de votre communauté. Invitez d'autres leaders sociaux, d'autres communautés à faire de même. À chaque fois que je rencontre un homme politique, je lui pose la question de est-ce que vous allez prévenir ou vous allez réagir. À chaque fois que je rencontre un homme politique, je lui demande concrètement l'automatisation, quelles sont les expériences pour gérer la transition que vous êtes en train de lancer. La réponse est généralement nulle, mais je veux dire, mais en tout cas, je continue à poser la question. Je continue à montrer qu'à travers ma communauté, à travers les gens où j'ai parfois peut-être un peu d'influence, je n'arrête pas d'affirmer que la révolution digitale peut être positive, qu'il y a une opportunité qui n'a jamais été rencontrée dans l'histoire de l'homme à ce jour. Et donc je vais montrer à mon échelle que je suis capable de montrer un visage extrêmement positif de la technologie. Et je suis convaincu que chacun d'entre nous ici dans cette salle, à son échelle, dans sa communauté, face à ses problématiques, peut montrer qu'une donnée n'est ni bonne ni mauvaise, que l'application peut être positive, qu'on peut mettre les garde-fous contre les applications négatives, et que voilà, si on faisait tous quelque part cette partie du chemin, on n'aurait plus peur des robots, on n'aurait plus peur de l'intelligence artificielle. Voilà, un tout grand merci à tous les trois pour votre intervention. Et si j'ai un mot pour résumer votre message, moi j'ai un peu l'impression, vous connaissez tous le tableau, le cri. Eh bien, est-ce que vous venez de nous lancer tous les trois, c'est un message agissez, c'est un vrai cri. Merci.